Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler des box et où nous allons voir comment sécuriser votre box. Alors effectivement, maintenant tout le monde a à la maison cette petite boîte que tout le monde appelle box et qui sont en fait des routeurs. Dans ces box se trouve un tas de petits paramètres que vous pouvez modifier pour améliorer la sécurité de votre box et en particulier la sécurité du réseau Wi-Fi. Alors j'aurais aimé vous présenter toutes les interfaces de toutes les box qui sont sur le marché, mais il y en a tellement que ce serait quasiment mission impossible, que ce soit au niveau de la France ou même au niveau mondial. Et je ne parle même pas des routeurs qui ne sont pas particulièrement affiliés à des fournisseurs d'accès à Internet. Cependant, si vous cherchez bien dans les interfaces de vos box, vous finirez par trouver les fonctionnalités dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour illustrer mes propos, j'ai récupéré des images qui viennent de l'interface de la box de chez SFR qui est distribuée en France. Alors la première chose à faire, bien sûr, est d'accéder à l'interface de votre box. Et pour cela, eh bien, c'est très simple, il vous suffit d'ouvrir votre navigateur internet et de taper l'adresse de votre box. Alors ces adresses peuvent être différentes. La plus courante est l'adresse 192.68.1.1. Mais comme vous pouvez le voir, il y a d'autres adresses comme par exemple 01 ou 1.254, etc., etc. Donc renseignez-vous si vous voyez que 1.1 ne fonctionne pas, votre box a peut-être une autre adresse. C'est généralement marqué dans la documentation, ou alors vous pouvez contacter votre fournisseur d'accès Internet pour qu'il vous indique quelle est l'adresse de la box. Vous avez tout à fait le droit de connaître cette adresse car vous êtes en charge de votre box. En effet, il y a une chose très importante à savoir, en particulier pour ceux qui vivent en France, c'est que la loi dit clairement que vous êtes responsable de la sécurité de votre box. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre voisin a hacké votre box et qu'il s'en sert par exemple pour faire du téléchargement illégal, eh bien l'Adopi vous condamnera, vous, pas votre voisin. Même si vous prouvez que c'est votre voisin qui a hacké votre box et que c'est lui qui fait du téléchargement illégal, c'est vous qui recevrez la lettre d'Adopi et c'est vous qui serez condamné car vous êtes responsable de la sécurité de votre box. Je sais, ce n'est pas très juste, mais la loi Adopi n'a jamais été vraiment juste. Au cas où vous ne le sauriez pas, il suffit de la lire pour comprendre que ce n'est pas de la justice, mais plutôt de la condamnation arbitraire. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Nous allons pouvoir passer à la suite. Alors bien sûr, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de l'interface de votre box, eh bien, il vous est demandé de vous identifier. Alors les box proposent différentes solutions d'identification, généralement un identifiant et un mot de passe, mais parfois ça peut être aussi une identification par bouton que vous pouvez appuyer sur la box pendant quelques secondes, puis cliquer sur un bouton de l'interface. C'est le cas de la SFR Box. Alors moi je vous conseille de désactiver totalement le système d'identification par le bouton de la box, mais plutôt de mettre une identification uniquement par identifiant et mot de passe. Mettez un identifiant qui soit le plus énigmatique possible et un mot de passe de votre choix qui soit au moins de 10 caractères avec chiffres, lettres, caractères majuscules, minuscules et des caractères spéciaux. Ensuite, parlons un petit peu du SSID. Alors, toutes les box ont un nom qui commence généralement par le nom de votre FAI, du type par exemple SFR suivi de lettres et de chiffres aléatoires, ou Livebox, ou tout autre type de nom commençant par le nom du FAI bien souvent. Alors je vous conseille de changer ce nom. Pour commencer, comme vous voyez ici, j'ai changé le nom SSID par un nom totalement aléatoire avec des chiffres et des lettres. Alors cela permet d'augmenter la sécurité. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, imaginons qu'il soit découvert une faille sur les box de chez SFR, eh bien quelqu'un qui aurait un petit scan pour pouvoir donc voir tous les points Wi-Fi qui sont autour de lui, va pouvoir tout de suite sélectionner toutes les box de SFR qu'il trouvera autour de lui, puisque les noms de SSID commencent par SFR. Donc ce serait vraiment bête de déjà donner cette indication-là. Donc en mettant un SSID totalement aléatoire, eh bien déjà la personne ne saura pas à quel type de box il a affaire. Du moins, pas à première vue. Donc, vous le savez, si vous utilisez par exemple votre téléphone mobile et que vous vous baladez dans la rue en recherchant un point d'accès Wi-Fi, vous allez voir lister non seulement les hotspots que proposent les FAI dans les villes, mais également toutes les box qui se trouvent aux alentours, chez les gens qui habitent dans des maisons, dans des appartements qui sont autour de vous. Donc cela facilite largement la tâche d'un hacker éventuel qui trouverait très facilement votre box et essayerait peut-être de faire du brute force attack pour essayer de hacker votre box. Donc la meilleure façon d'éviter ça, c'est d'empêcher la diffusion du SSID, c'est-à-dire que vous coupez la diffusion du SSID et ainsi si quelqu'un scanne pour voir les points Wi-Fi qui sont autour de lui, eh bien il ne verra pas votre box apparaître. Donc déjà cela réduit pas mal la surface d'attaque. Car pour pouvoir
se connecter à votre box, il faudra nécessairement qu'il connaisse le SSID. Et comme vous êtes le seul à le connaître, cela réduit largement la surface d'attaque. Donc, ne diffusez pas le SSID. Cela est moins confortable que si le SSID est diffusé, car vous allez devoir donc manuellement sur vos appareils indiquer le nom du SSID ainsi que la clé Wi-Fi. C'est plus contraignant, mais néanmoins c'est une sécurité à ne pas négliger. La clé Wi-Fi. Alors voilà un point qui est très important et que l'on néglige parfois car on pense que tout est déjà paramétré et que tout va très bien. Ce n'est pas vraiment le cas. La première chose que l'on peut remarquer, c'est que sur les box, il y a une étiquette sur laquelle apparaît la clé Wi-Fi. Donc déjà au niveau sécurité, ce n'est pas vraiment terrible. C'est un petit peu comme si vous mettiez un post-it sur l'écran de votre ordinateur avec votre mot de passe de session. Franchement, ça n'a pas d'intérêt. Et il suffit simplement que quelqu'un retourne votre box, prenne son téléphone mobile, prenne une photo de l'étiquette, et pendant que vous avez le dos tourné, pour récupérer cette clé Wi-Fi très facilement. Vous allez me dire, je suis peut-être un petit peu paranoïaque, mais si c'est possible, ça peut arriver. Donc la première chose que vous devez faire, c'est changer la clé Wi-Fi pour que celle-ci ne corresponde plus à la clé qui se trouve sur l'étiquette. Il y a aussi une autre solution plus radicale qui consiste à prendre un gros feutre et bien sûr de rayer la clé Wi-Fi sur l'étiquette. Néanmoins, il est plus intéressant de changer la clé Wi-Fi car je vous conseille même de la changer par exemple régulièrement, voire tous les ans ou même tous les 6 mois si cela vous chante, pour augmenter encore la sécurité. Car si quelqu'un avait par hasard hacké votre clé Wi-Fi, eh bien vous n'en saurez rien. Et la seule façon de couper court à cela, c'est de changer la clé. Donc, je conseillerais une petite fois tous les ans de changer votre clé Wi-Fi. Alors c'est un peu contraignant également, car si vous avez une dizaine d'appareils qui utilisent la connexion Wi-Fi, il va falloir reparamétrer toutes les connexions sur vos 10 appareils. Et croyez-moi, vu le développement des appareils connectés à l'heure actuelle sur le marché, ça risque de devenir un véritable challenge. Enfin, il est très important également de bien choisir la méthode de chiffrement au niveau de la communication du Wi-Fi. Je vous conseille pour le chiffrement d'utiliser la méthode WPA2 personnelle et vous verrez que sur votre box, c'est rarement le cas. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour des questions de compatibilité, parce que certains appareils qui sont peut-être un peu vieux ne seront pas capables d'intégrer le WPA2. Donc si vous voyez qu'apparaît être passé en WPA2, eh bien certains de vos appareils refusent de se connecter à votre box, c'est qu'ils ne sont pas compatibles avec cette méthode, avec ce système, et donc vous devrez certainement repasser à une méthode plus ancienne, ou alors eh bien, acheter un appareil plus récent. Donc n'oubliez pas, le meilleur système est WPA2 personnel. Ensuite, bien souvent, vos box sont équipées d'un système de hotspot, c'est-à-dire que quelqu'un qui passe dans la rue à côté de chez vous peut utiliser votre box pour se connecter à Internet. À condition bien sûr qu'il soit client chez le fournisseur d'accès Internet dont vous êtes client. Pour ma part, je conseille de désactiver le hotspot. Pourquoi? Eh bien c'est une question de principe, à partir du moment où il y a une porte ouverte que vous n'utilisez pas, eh bien fermez la porte. Voilà, je n'en dirai pas plus, et nous passons à la suite. Désactiver le WPS. Alors qu'est-ce que c'est le WPS? Eh bien c'est un petit système qu'on retrouve également très souvent sur les box qui consiste à appuyer sur un petit bouton du Wi-Fi pour pouvoir synchroniser l'un de vos appareils qui est en Wi-Fi automatiquement avec la box. Donc vous avez une petite lumière qui clignote et votre appareil à ce moment-là peut se connecter à votre box parce qu'en fait la box pendant quelques instants va faire un peu la journée porte ouverte et va laisser passer les appareils qui voudront se connecter à elle. Alors c'est un risque de sécurité parce que pendant toute la période où votre petite lumière va clignoter et que votre box va faire un peu porte ouverte, eh bien c'est une faille de sécurité car à ce moment-là n'importe qui pourrait essayer de s'y engouffrer, y compris quelqu'un qui passe dans la rue à côté de chez vous. Donc ce n'est pas une solution. La meilleure solution c'est de manuellement autoriser chaque appareil à se connecter à votre box en utilisant l'interface de la box. Alors, comme vous le voyez ici, si on désactive la diffusion du SSID, eh bien, par conséquent, le WPS est également désactivé. Si vous voulez continuer de diffuser votre SSID, eh bien, pensez à désactiver le WPS si vous le souhaitez. Donc, plutôt que d'utiliser le WPS, il est plus intéressant d'utiliser le filtrage MAC. Alors, les adresses MAC, on en avait déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos. Une adresse MAC, c'est une adresse qui est en fait écrite en dur dans votre matériel, dans vos cartes réseau. Cette adresse ne peut pas être changée, donc elle identifie de façon fixe un appareil particulier de réseau.
Donc par exemple, imaginons que vous avez un ordinateur portable avec une carte réseau Wi-Fi dessus, et bien vous allez pouvoir récupérer l'adresse MAC de votre carte réseau Wi-Fi sur cet ordinateur portable et la mettre dans votre box pour que votre box puisse laisser passer votre ordinateur portable à travers le réseau Wi-Fi. Dans le cas où un appareil essaie de se connecter à votre box avec une adresse MAC qui n'est pas connue par votre box, eh bien la box rejette cette connexion, même si la personne connaît la clé Wi-Fi de votre box. La connexion sera rejetée parce que la box ne connaît pas l'adresse MAC du matériel qui est en train de se connecter à elle. Donc c'est une très bonne sécurité, mais il est certain que c'est un peu plus contraignant. Alors je montrerai à la fin de cette vidéo comment récupérer l'adresse MAC du matériel sous Windows et sous Linux. Alors certaines box ont une fonctionnalité très intéressante qui permet de planifier les horaires de connexion du Wi-Fi. Cela a beaucoup d'intérêt. Le premier intérêt déjà c'est votre santé, parce que comme vous le savez, le Wi-Fi c'est quand même pas terrible. Se bombarder d'ondes toute sa maison à longueur de journée, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Si on peut s'en passer, c'est pas plus mal. Ensuite, eh bien, vous allez encore diminuer votre surface d'attaque, car ça ne sert à rien que votre Wi-Fi soit allumé toute la nuit alors que vous êtes en train de dormir. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui, pendant la nuit, va tenter de hacker votre box. Si votre Wi-Fi est désactivé, il n'en aura absolument pas l'occasion. Donc regardez dans votre box s'il y a un planificateur permettant de faire ça, et regardez quels sont les horaires pendant lesquels vous pouvez désactiver totalement votre Wi-Fi. Maintenant, il n'y a pas que le Wi-Fi dans la vie. Et je vous conseille, plutôt que d'utiliser du Wi-Fi, d'utiliser des prises CPL. Alors les prises CPL sont particulièrement intéressantes pour des appareils qui sont fixes, c'est-à-dire un ordinateur de bureau, ou tout autre appareil qui serait plutôt fixe dans la maison. Donc ne branchez pas en Wi-Fi vos appareils fixes, réservez plutôt le Wi-Fi pour vos appareils mobiles de type téléphone, tablette, etc. Mais pour le fixe, utilisez plutôt des prises CPL. Alors on en trouve maintenant partout dans le commerce, et il faut savoir que maintenant ces prises intègrent du chiffrement, généralement de l'AES 128, qui permet donc de chiffrer le signal entre deux prises. Ainsi, si par exemple votre voisin essayait de se brancher à votre réseau électrique pour essayer d'intercepter les signaux des prises CPL, eh bien cela serait particulièrement difficile à cause du chiffrement qui est intégré dans ces prises. Voyons maintenant le DHCP. Votre box a ce que l'on appelle une fonctionnalité DHCP qui lui permet de distribuer automatiquement des adresses IP. C'est-à-dire que vous avez un ami qui vient chez vous avec son ordinateur portable et son ordinateur portable va demander à votre box s'il y a une adresse IP qui est disponible. Et la box, grâce au DHCP, va lui dire « Oui, voilà une adresse IP disponible, tu peux l'utiliser ». Cependant, bien souvent, les box sont configurées pour distribuer une très large quantité d'adresses IP qui va souvent de 1 à 100. Or, il y a de fortes chances, à moins que vous n'organisiez une petite LAN party à la maison, que vous ayez une centaine d'appareils nécessitant une adresse IP à la maison. Donc évaluez à peu près quel est le nombre d'appareils que vous allez avoir connectés à la maison avec une adresse IP dynamique. Rajoutez une petite marge de 5 à 10 points supplémentaires et réglez votre DHCP pour que ici par exemple vous voyez qu'il ne va distribuer d'adresses IP qu'entre 20 et 30, donc une dizaine d'adresses IP. Cela va également réduire la surface d'attaque. Et ce qui est encore mieux, c'est de désactiver totalement le DHCP, mais cela est plus contraignant car vous devrez pour chacun de vos appareils indiquer une adresse IP fixe, ce qui n'est pas très pratique en particulier pour les appareils mobiles. Ce n'est pas très pratique non plus si vous avez des invités à la maison qui ont envie de se connecter à votre box. Ça va compliquer un peu les choses. Donc à vous de voir entre réduire la plage ou carrément désactiver, suivant la configuration que vous avez chez vous. Ensuite, je vous conseille de désactiver l'UPnP. Alors, qu'est-ce que c'est que l'UPnP? Eh bien, lorsque, par exemple, vous utilisez une application sur votre ordinateur, par exemple un jeu vidéo, eh bien, ce jeu vidéo va peut-être avoir besoin d'ouvrir un port sur votre pare-feu. Eh bien, il va utiliser l'UPnP pour ouvrir automatiquement ce port sur le pare-feu de votre box. Alors, comme vous le savez, le pare-feu est un rempart qui vous protège de toute connexion extérieure depuis l'Internet et qui protège votre réseau à la maison. Donc ici, en fait, c'est une porte ouverte à n'importe quelle application se trouvant sur vos machines et qui vont pouvoir, en fait, ouvrir automatiquement des ports sur le pare-feu. Alors bien sûr, ces ports sont refermés à partir du moment où l'application n'est plus en fonction sur votre PC, mais néanmoins, ici encore, vous n'avez pas vraiment le contrôle, car ce sont les applications qui décident si elles veulent ouvrir un port ou non sur un pare-feu. Ce n'est vraiment pas terrible, car c'est vous qui devez garder le contrôle de cela, et qui devez pouvoir, manuellement,
sur votre box, ouvrir les ports dont vous avez besoin. Alors si vous désactivez l'UPnP, vous allez peut-être vous rendre compte que la majorité des applications en fait vont continuer de fonctionner parfaitement bien, mais que certaines ne vont plus fonctionner correctement. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous renseignez auprès des développeurs de cette application pour savoir quels sont les ports qui sont utilisés, soit vous activez l'UPnP momentanément, vous lancez votre jeu ou votre application et vous allez voir que sur l'interface de votre box va s'afficher les ports qui sont ouverts par l'UPnP. Notez-les, puis ensuite refermez l'UPnP et vous-même ouvrez manuellement sur votre pare-feu de box les ports qui doivent être ouverts. Ainsi, vous gardez un contrôle total de ce qui se passe au niveau de votre pare-feu. Enfin, certaines box proposent des petits filtrages supplémentaires. Alors ici, sur la box de chez SFR, il y a quelque chose qui m'a bien amusé. C'est la première case à cocher que vous voyez ici, où il est marqué « Protégez vos ordinateurs Windows de l'Internet ». Waouh, ça c'est carrément la case miracle, c'est magique. Vous cliquez et hop, vous êtes protégé. Mais vous remarquerez qu'ici en plus ça ne protège que Windows. Hein. Ceux qui sont sous Linux ou macOS, c'est foutu pour eux. Donc c'est la case magique, mais uniquement pour Windows. Alors en fait, c'est un petit peu du pipeau tout ça. Ce qu'il se passe réellement derrière, c'est que cela ferme systématiquement certains ports qui sont utilisés par Windows et qui sont souvent exploités par des hackers. Mais grosso modo, j'ai trouvé que cette petite phrase était un petit peu comique. Et pas très explicite. Donc l'utilisateur ne sait pas trop ce qui se passe derrière cette petite case à cocher, mais c'est magique. Ensuite, nous voyons qu'il y a ici un filtre qui autorise uniquement l'envoi de courrier par l'intermédiaire des serveurs de mail du groupe SFR, donc par exemple par le SMTP de SFR. Alors si vous avez un logiciel d'email comme Thunderbird ou Outlook sur votre ordinateur et que vous voulez envoyer des emails en utilisant un autre fournisseur, eh bien voilà le genre de coche qu'il faudra décocher parce que sinon vos emails ne passeront pas. Enfin, quelque chose qui est intéressant à bloquer, c'est les pings entrants. Alors le ping entrant, c'est quoi? Eh bien en fait, on envoie un signal à votre ordinateur et votre ordinateur répond. C'est un genre de ping-pong en fait. On envoie une balle et votre ordinateur la renvoie. Alors, il est intéressant parfois de bloquer ce ping entrant. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque quelqu'un veut savoir s'il y a un ordinateur sur un réseau, eh bien, il va envoyer des pings un petit peu partout sur plein d'adresses IP. Et s'il y a un ping qui répond, eh bien, il sait qu'à l'autre bout, il y a un ordinateur qui répond. Alors que si vous bloquez le ping, eh bien, l'ordinateur ne répondra pas, il n'y aura pas de réponse. Et donc, celui qui est en train de scanner les adresses IP n'aura pas de réponse lorsqu'il lancera un ping sur votre adresse IP. Cependant, par exemple pour les gamers, ça peut poser un petit problème car cela va augmenter leur ping. Donc ça peut des fois avoir un effet négatif, en particulier chez les gamers, ceux qui font beaucoup de jeux en ligne. Donc si vous voyez que vous avez un ping très élevé, eh bien c'est peut-être parce que le ping entrant est bloqué. Alors par défaut, généralement sur les box, le ping entrant n'est pas bloqué. Hein. Donc normalement, ça ne devrait pas être la raison d'un ping élevé. Généralement, un ping élevé est plus souvent dû à des problèmes de matériel que de filtrage au niveau du réseau. Enfin, et pour conclure, n'oubliez pas que votre fournisseur d'accès à Internet a un contrôle total et absolu sur votre box. Il peut voir absolument tous les paramètres que vous y avez mis et peut contrôler votre box à distance comme il le souhaite. Donc il n'a absolument pas besoin de votre mot de passe pour savoir quoi que ce soit de ce qu'il y a sur votre box. Vous devez toujours avoir une confiance très limitée par rapport à votre box, car elle se met également à jour automatiquement, et donc à chaque fois qu'elle se met à jour, vous ne savez pas ce que votre fournisseur d'accès à Internet a en fait intégré à votre box. Ça pourrait être quelque chose qui vous protège, comme ça pourrait être quelque chose qui vous espionne. Donc vous avez un certain contrôle sur votre box, mais sachez que votre fournisseur d'accès à Internet a un bien plus grand contrôle de votre box que vous en avez. Également, et puisqu'on a parlé un petit peu du Wi-Fi aujourd'hui, j'aimerais également vous mettre en garde contre les Wi-Fi publics, que ce soit les hotspots que vous trouvez dans les centres-villes, ou également dans les hôpitaux, dans les hôtels, dans les lieux publics divers et variés, dans les aéroports aussi également par exemple. Eh bien, méfiez-vous de ces accès Wi-Fi publics, car ce sont des vrais pièges à hackers. Ne vous connectez jamais à un Wi-Fi public sans utiliser un système de protection de type VPN ou réseau Tor. Ne tapez jamais aucun mot de passe de vos comptes ou quoi que ce soit en utilisant un Wi-Fi public.
vous avez toutes les chances de vous faire voler vos mots de passe. Donc je vous le répète, ne vous connectez jamais à un Wi-Fi public sans protection. Donc VPN ou chiffrement quelconque, mais quelque chose qui vous protège. Donc je le répète, ne vous connectez jamais à un réseau Wi-Fi public sans protection de chiffrement de type VPN ou autre. Quelque chose aussi qui peut vous permettre de protéger un peu mieux votre connexion, c'est que plutôt que de vous connecter à un Wi-Fi public, eh bien utilisez votre téléphone mobile comme hotspot. Il y a des fonctionnalités, renseignez-vous sur votre téléphone mobile qui vous permet de transformer votre téléphone mobile en un hotspot Wi-Fi. Et à ce moment-là, eh bien ça va passer par le réseau mobile de votre opérateur téléphonique plutôt que de passer par le Wi-Fi par exemple d'un hôtel ou d'un aéroport. Voilà, donc soyez très vigilants avec les Wi-Fi publics, je ne le répéterai jamais assez. Alors maintenant, je vais vous montrer comment récupérer les adresses MAC de vos matériels réseau sous Windows 10 et Linux. Donc ici, nous sommes sur Windows 10 et je vais devoir ouvrir une fenêtre de ligne de commande. Donc la méthode la plus simple est de faire un clic droit sur le menu démarrer et de cliquer sur invite de commande. Une fenêtre apparaît dans laquelle vous allez taper simplement la commande ip config /all. Immédiatement, vous obtenez la liste de votre matériel réseau. Et par exemple ici, nous voyons une carte Ethernet qui a comme adresse MAC physique 080027, etc. Donc, faites bien attention de renseigner l'adresse MAC de votre carte Wi-Fi et non pas l'adresse MAC de votre carte Ethernet, car sinon ça ne marchera pas. Donc comme vous le voyez, c'est clairement indiqué ici, carte Ethernet, donc je sais que ici, ce n'est pas ça qu'il faut que je récupère, mais sur cette machine, il n'y a pas de carte Wi-Fi, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais les adresses MAC ont toutes le même format. Voilà, vous voyez, c'est très simple, ipconfig /all. Voyons maintenant sur Linux. Nous voici maintenant sous Linux, Debian, version 8.3 Jessie, et nous allons voir comment récupérer l'adresse MAC sous Linux. Eh bien c'est très simple, on ouvre d'abord le terminal, on passe en mode route, donc SU, je tape mon mot de passe route, et je tape une commande très simple qui est if config. Et vous voyez qu'ici, on voit la carte Ethernet, et l'adresse MAC commence par HWADR, et en fait, l'adresse MAC se trouve ici. Voilà, rien de plus simple, une petite commande ifconfig et le tour est joué. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.